Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Dans une première série de mes ouvrages, j'ai marqué les limites de la théorie actuellement dominante et dénoncé les conséquences néfastes de l'application des propositions des auteurs de ce courant de pensée. J'ai mis en valeur les apports des analyses classiques et keynésiennes tout en démontrant leurs insuffisances. Grâce à une analyse rationnelle, j'ai établi les principes de l'économie artisanale, de l'économie salariale et de l'économie internationale, et j'ai démontré que de ces principes découlent des règles dont le respect garantit le fonctionnement normal, harmonieux, de ces trois types d'économie. Il m'a semblé cependant qu'il était également nécessaire de mettre en application, à travers des ouvrages plus courts et plus concrets, les résultats établis et les propositions avancées dans la première série, ce que j'ai fait dans une deuxième série de mes ouvrages 1. Et maintenant, il me semble que le temps est venu de dénoncer à travers une troisième série, l'hypocrisie presque généralisée qui fait croire que le système politico-économique actuel est le meilleur. Je livre donc ici le deuxième ouvrage de cette nouvelle série 2. Remerciements. Je remercie Jean-Marie Clair pour sa relecture du texte et ses précieux conseils. Introduction générale. Au miroir des vanités. Essentiellement deux vanités et leurs combinaisons se trouvent être à l'origine de la décadence actuelle d'un pays, d'un ensemble de pays et du monde, par contagion. La première de ces vanités est le retour en force de l'adoration du veau d'or. Banaliser et légitimer le fait que l'on puisse gagner de l'argent avec de l'argent, et prétendre mesurer l'importance d'un individu, certains disent la valeur sociale d'un individu par son niveau de revenu. Dans de telles sociétés, gagner plus d'argent ou en amasser un maximum pour en gagner toujours plus devient le symbole de la réussite sociale. Les tentatives menées pour légitimer par des théories sans fondement rationnel le fait que l'on puisse gagner de l'argent avec de l'argent, et son acceptation par les dirigeants politiques et économiques, représentent l'un des plus grands symboles de la décadence morale, éthique, scientifique, politique et économique d'un pays et de l'ensemble des pays. La deuxième vanité peut être incarnée par la personnalité de dirigeants qui recherchent le pouvoir pour le pouvoir, ou qui recherchent le pouvoir pour s'enrichir. C'est là un autre symbole de la décadence morale et politique des États, et par conséquent des pays. Le plus souvent, ces deux cas sont combinés. Si l'observation de la réalité permet de repérer cette combinaison dans les pays non démocratiques, et dans certains cas, dans les pays qualifiés de démocratie représentative, cette distinction tend toutefois à s'estomper analytiquement et dans les faits. Dans les pays non démocratiques où certains dirigeants cherchent le pouvoir pour le pouvoir et ou pour s'enrichir, ces dirigeants accèdent au pouvoir par la force ou par la fraude. La corruption organisée par certains d'entre eux leur permet de s'enrichir et d'enrichir leurs proches et leurs protégés, aux dépens de la grande majorité de la population de leur pays. Cette situation affaiblit l'autorité morale de l'État, et par conséquent, elle sape la confiance des citoyens. De tels dirigeants ne sont ni au service de leur pays, ni au service de leurs concitoyens. Dans certains pays décrits comme des démocraties représentatives où les candidats au pouvoir cherchent le pouvoir pour le pouvoir, de tels candidats, futurs ou en place, sont prêts à tout pour accéder au pouvoir ou pour le garder. La démagogie des candidats ainsi que la propagande électorale financée par certaines catégories socio-économiques, et par les lobbies, favorisent leur élection ou réélection. Une fois au pouvoir, ils sont amenés à céder aux exigences des catégories et lobbies qui ont financé leur campagne électorale et favorisé leur élection. Tromper ainsi la population pour accéder au pouvoir d'une part, asseoir l'influence des lobbies et de certaines catégories d'autre part, sont les signes de la décadence d'un État, d'un pays. Dans ces pays, s'il arrive que les dirigeants ne s'enrichissent pas du fait de leurs fonctions, ils sont contraints en revanche de créer les conditions permettant à certaines catégories de s'enrichir aux dépens de la majorité des citoyens. Les conséquences sont les mêmes que dans les pays non démocratiques. C'est pourquoi là aussi, cette situation affaiblit l'autorité morale de l'État et par conséquent sape la confiance des citoyens. De tels dirigeants ne sont pas non plus au service de leur pays, ni au service de l'ensemble de leurs concitoyens, mais au service des catégories et lobbies qui ont favorisé et facilité leur accès au pouvoir et qui sont susceptibles de favoriser et de faciliter à nouveau leur réélection.
Cette situation a des conséquences néfastes sur l'autorité des États et sur les rôles qu'ils peuvent jouer. En fait, l'un des éléments les plus révélateurs de la décadence actuelle des États est le fait que ce ne sont plus les dirigeants politico-économiques, mais les financiers qui mènent le monde. Ils imposent leurs exigences aux dirigeants politiques et économiques et ils dictent leur conduite aux entreprises dont ils sont propriétaires, actionnaires, en leur fixant des objectifs financiers. Cette situation n'est pas compatible avec l'objectif de la politique, ni avec l'objectif de l'économie. Et elle a pour conséquence, entre autres, le recul ou l'abandon par les États des rôles qui leur permettaient d'assurer l'égalité des chances de l'ensemble des citoyens pour leur départ dans la vie, et l'égalité des chances devant les aléas de la vie. Des conquêtes sociales à leur démantèlement, partiel ou total. Durant des siècles, le niveau de vie est resté bas partout dans le monde, et il y avait assez peu de différence de niveau de vie entre les diverses régions du monde. L'essentiel de la production matérielle était réalisé par les cultivateurs et les artisans. L'échange à l'intérieur des régions et entre les régions permettait d'écouler les surplus et d'obtenir les produits dont on avait besoin. C'est le progrès technique, dû essentiellement à l'évolution de la science et son utilisation, dans certaines régions du monde, qui ont contribué à améliorer la productivité du travail, ce qui a permis d'augmenter la production par habitant dans les régions concernées. Toutefois, durant toutes ces périodes, à l'intérieur de chaque pays, les inégalités de revenus étaient criantes du fait que les dirigeants, monarques, princes, etc., leurs protégés, les grands propriétaires terriens, les propriétaires des moyens de production, etc., s'appropriaient une bonne partie de la production. Durant toutes ces périodes, il n'était pas question d'égalité des chances pour entrer dans la vie, ni d'égalité des chances devant les aléas de la vie. C'est la réflexion, menée surtout par des philosophes, qui a favorisé l'apparition et le développement de la démocratie dans certains pays. La démocratie a fait naître d'immenses espoirs chez les citoyens, dans les domaines politiques, juridiques, économiques, sociaux, etc. Dans certains pays, l'évolution économique et politique a favorisé les conditions de la réalisation des conquêtes sociales, conquêtes qui ont été obtenues de haute lutte ou établies par des dirigeants éclairés, conquêtes telles que par exemple, l'établissement du congé hebdomadaire, les limitations de la durée du travail, l'amélioration des conditions de travail, les congés payés, les conditions de la réalisation de l'égalité des chances, au moins au départ dans la vie, les conditions de la réalisation de l'égalité des chances devant les aléas de la vie, etc. Ces conquêtes constituent quelques-uns des symboles de la vraie puissance des États, des pays qui les ont réalisées. Elles ont fait naître de nouveaux espoirs quant à l'évolution et à l'amélioration des conditions de vie économiques et sociales. Elles ont fait naître l'espoir de voir enfin disparaître les causes des inégalités économiques et donc sociales. Or, certaines classes dominantes ont été et sont encore hostiles à ces conquêtes sociales, qui mettent en cause certains de leurs privilèges et restreignent le champ des domaines où elles pourraient gagner de l'argent avec de l'argent. Les domaines de l'éducation, de la formation, des risques liés aux aléas de la vie, etc. Pour reconquérir ces domaines, ces catégories dominantes exigent que l'État se cantonne à ses rôles régaliens. Elles contestent son intervention dans les domaines économiques et sociaux. Elles font croire que le marché peut et doit jouer son rôle de régulateur dans ces domaines. Pour justifier leurs exigences, elles s'appuient sur des théories économiques sans fondement rationnel, théories partisanes, établies donc dans le non-respect de l'éthique scientifique, et elles soutiennent les économistes qui défendent ces théories. Elles soutiennent financièrement les dirigeants politiques et économiques qui sont prêts à céder à leurs exigences. Et c'est l'application de ces exigences qui engendre le démantèlement, partiel ou total, des conquêtes sociales. Nous verrons comment, par exemple, de tels dirigeants créent des déficits budgétaires volontaires pour pouvoir justifier et donc imposer le démantèlement des conquêtes sociales. Les agissements de ces dirigeants et l'application des exigences que nous venons d'évoquer, leur dépendance et leur soumission constituent les signes de la décadence des États et donc des pays concernés. En fait, de tels dirigeants ne sont pas au service de l'intérêt général, ni au service de leur pays, mais au service des catégories qui veulent gagner toujours plus d'argent avec de l'argent, tout en préservant leurs privilèges. L'économie et la politique sont liées, cela essentiellement pour deux raisons. Premièrement, ce sont les dirigeants politiques et économiques, qui représentent l'État,
qui sont responsables de l'application des règles de fonctionnement de l'économie. Il s'agit là du rôle joué par l'État dans l'économie politique. L'État est donc responsable de la réussite, fonctionnement normal, ou de l'échec, fonctionnement anormal, de l'économie. Deuxièmement, ce sont les dirigeants politiques et économiques, qui représentent l'État, qui sont responsables de l'organisation des conditions de la réalisation de l'évolution économique. Il s'agit là du rôle de la politique économique de l'État. L'État est donc responsable de la réussite ou de l'échec de l'organisation, des conditions de la réalisation de l'évolution économique. Pour une illusion de puissance. Certains indicateurs économiques, considérés comme les principaux éléments de référence pour déterminer la puissance économique et politique d'un pays, peuvent constituer, dans certains cas, les indicateurs de sa décadence politique. Pour justifier cette affirmation, distinguons 4 cas de puissance: normale, fictive, anormale et artificielle. 1 degré la puissance normale. La puissance politique et économique d'un État est mesurée par le niveau de sa production par habitant et par rapport à d'autres États, et ce sont les travailleurs qui sont à l'origine de la production, donc de son augmentation. Ce cas représente la puissance normale d'un pays. Toutefois, cette puissance peut être considérée comme réussie à 3 conditions. Si elle profite à tous, selon la participation de chacun à la réalisation de la production, si elle n'est pas réalisée aux dépens des pays producteurs et exportateurs de matières premières, si enfin elle ne se fait pas dans le gaspillage des matières premières et des ressources naturelles. 2 degrés la puissance fictive, réalisée aux dépens du pouvoir d'achat réel des travailleurs. La puissance politique et économique d'un pays peut être mesurée par le niveau de ses exportations nettes, qui représentent une partie du produit réalisé par ses travailleurs. Or, les exportations nettes sont réalisées au détriment du pouvoir d'achat réel des travailleurs. 3. Lorsque la recherche de la réalisation d'exportations nettes constitue un objectif pour un État, la puissance politique et économique ainsi réalisée est représentative de l'incompétence et donc de la décadence des responsables politico-économiques, car la puissance ainsi obtenue n'est pas compatible avec l'objectif rationnel des échanges, qui est de réaliser l'enrichissement mutuel. Nous pouvons qualifier cette puissance de fictive. 3 degrés la puissance anormale, obtenue par la force ou par la ruse, conséquence de la décadence des organisations internationales. Certains politiques, dès que leur pays a obtenu une certaine puissance économique, selon le 1 degré, cherchent à la consolider et à l'étendre par la force, par la ruse ou par les deux à la fois. Cette puissance économico-politique se réalise au détriment des citoyens d'autres pays, et ou des citoyens de leur pays. Nous qualifions cette puissance d'anormale, car elle n'est pas réalisée légitimement. La puissance ainsi réalisée est une conséquence de la décadence des organisations internationales, qui ne sont pas parvenues à réaliser une grande partie des objectifs fixés par leur charte. Justifions cette appellation et cette affirmation en distinguant 3 cas. A. Certains pays s'enrichissent au détriment d'autres pays par la force, par la guerre. Il en est ainsi par exemple, des colonisations, avec occupation ou mise en place de dirigeants dociles envers les exigences des puissances qui les ont mis en place. Les pays colonisateurs s'enrichissent en pillant les pays colonisés. En outre, cet enrichissement, symbole de puissance, est réalisé au détriment des citoyens des pays colonisés et des pays belligérants, dans ce cas, au détriment des citoyens des pays colonisés et colonisateurs. En fait, de telles actions sont, d'une part, réalisées au détriment de la vie de certains citoyens des pays belligérants, d'autre part, financées par le résultat, revenu, de la production réalisée par les travailleurs des pays belligérants. B. Certains pays s'enrichissent au détriment d'autres pays par la ruse, grâce à l'application de règles arbitraires imposées ou déduites de théories économiques sans fondement rationnel. Il en est ainsi, par exemple, lorsque les taux de change ne sont pas établis dans le respect de la parité des pouvoirs d'achat. Dans ce cas, les échanges internationaux ne sont pas réalisés dans le respect de l'équivalence. De ce fait apparaissent des pays gagnants, des pays dont les monnaies sont surévaluées, et des pays perdants, des pays dont les monnaies sont sous-évaluées. Cette situation a favorisé la dite mondialisation actuelle avec son cortège de délocalisation, qui ne profite qu'aux financiers des entreprises délocalisées.
Nous verrons toutefois qu'actuellement, les taux de change arbitraires sont à l'origine de la décadence économique et politique de certains pays. Un État peut renforcer sa puissance politique et économique par la ruse, lorsqu'il peut imposer et faire considérer sa monnaie comme monnaie internationale. Dans ce cas, le pays dont la monnaie est considérée comme monnaie internationale peut ne pas respecter la règle du financement normal des échanges internationaux, règle selon laquelle les achats doivent être financés par les ventes et donc les achats nets par les ventes nettes. En effet, il a la possibilité de financer ses importations nettes par sa propre monnaie. C'est ainsi qu'apparaît la liquidité internationale. Or, l'apparition de la liquidité internationale est une anomalie, car dans ce cas, la règle du financement des achats nets n'est pas respectée au niveau international. On peut voir actuellement des puissances politiques et économiques se former grâce à de telles méthodes, et c'est bien là le signe de l'échec des organisations internationales, qui ont failli à leur mission. Après la Seconde Guerre mondiale, la mise en place de nouvelles organisations internationales a fait naître d'immenses espoirs pour l'ensemble des pays du monde et de leurs habitants. Or, ces espoirs ont été en grande partie déçus. En fait, le pillage par la ruse ou par la force des pays dits sous-développés, en voie de développement ou émergents continue. Les inégalités de revenus entre les pays dits industrialisés et les pays sous-développés ou en voie de développement s'aggravent. La malnutrition de milliards d'individus perdure, alors que la production mondiale permettrait de faire face à cette situation. Les dictateurs et dirigeants illégitimes se succèdent. Les guerres régionales sévissent. La course à l'armement engendre un immense gaspillage de ressources humaines, financières et matérielles. Il existe toujours des pays dominants et des pays dominés. Le gaspillage des ressources naturelles se poursuit. La pollution met en danger l'avenir du vivant, etc. L'ensemble des objectifs non réalisés constituent les symboles de l'échec de ces organisations, et donc de leur décadence. C'est aussi un signe de la décadence de la politique des pays considérés dans leur ensemble, car les dirigeants des pays membres de ces organisations ne sont pas parvenus, ou n'ont pas voulu aider ces organisations à réaliser leurs objectifs. Nous verrons qu'actuellement, les dirigeants des organisations internationales ne sont pas au service de l'ensemble des citoyens du monde, ils sont, comme la majorité des dirigeants, au service des financiers, des lobbies et des catégories les plus privilégiées dans le monde. 4 degrés la puissance politique artificielle obtenue par des mesures sécuritaires. Certains États renforcent leur puissance politique par le développement des secteurs sécuritaires, répressifs et militaires. Ils financent le développement de ces secteurs soit au détriment d'autres secteurs tels que l'éducation, la formation, la santé, la justice, etc., soit par le déficit budgétaire, soit par les deux à la fois, ce qui est le plus souvent le cas. Cette puissance est artificielle et elle a des conséquences néfastes non seulement sur le plan des libertés, mais aussi sur l'économie, par exemple lorsque le développement de ces secteurs est financé par le déficit budgétaire. Ce financement de déficit entrave le fonctionnement normal de l'économie, et il peut mettre en cause les conquêtes sociales ou les possibilités de leur réalisation. Cette situation permet toutefois aux dirigeants de ces pays de passer sous silence les causes de l'insécurité intérieure et extérieure, et de l'aggravation de cette insécurité. Puissance et décadence d'un État. La puissance d'un État, dans différents domaines, est une conséquence des décisions et mesures prises et appliquées par les dirigeants politiques et économiques, mais aussi et surtout de l'action des citoyens. Toutefois, il n'est pas certain que dans certains domaines tels que, par exemple, la puissance économique, cette puissance profite toujours à l'ensemble des citoyens, elle est même parfois réalisée aux dépens de la majorité des citoyens d'un pays ou d'un ensemble de pays. Il en est ainsi par exemple, lorsqu'elle est obtenue par la force, par la ruse ou par des exportations nettes. Dans ce cas, la puissance économique est subjective et non objective. De même, la décadence d'un État, d'un pays, est l'une des conséquences des décisions et mesures prises et appliquées par les dirigeants politiques et économiques, mais c'est alors la majorité des citoyens qui en payent le prix. La puissance d'un État dépend essentiellement de ses résultats dans les domaines économiques, politiques, social et juridiques. La vraie puissance n'existe que dans la justice.
Toute autre puissance peut n'être qu'un rapport de force, on peut montrer qu'elle est fragile. 1 degré dans le domaine de l'économie. La puissance d'un État peut se mesurer à la façon dont cet État est parvenu à satisfaire les besoins économiques de sa population, à organiser les conditions de la réalisation du plein emploi, à appliquer les règles du fonctionnement normal de l'économie afin d'écarter le risque que la loi du plus fort s'impose, à écarter les prélèvements indus et illégitimes, à écarter les causes de l'apparition de gagnants et de perdants, à permettre à chacun de recevoir une part du produit selon sa participation à la réalisation de la production. En d'autres termes, à appliquer les règles du fonctionnement normal de l'économie afin d'écarter les causes économiques de conflits intérieurs, à s'enrichir sans que cela se fasse aux dépens d'autres pays, ce qui permettrait d'écarter les causes économiques de conflits entre les pays, à ne pas favoriser une société de consommation qui engendre le gaspillage des ressources naturelles, à préserver les ressources naturelles et l'environnement, tout en limitant la pollution, afin de préserver l'avenir du vivant. 2 degrés dans le domaine politique. La puissance d'un État peut se mesurer à la façon dont il est parvenu à se rendre indépendant de toutes sortes de pressions de la part de certaines catégories et lobbies, et à mettre l'ensemble des dirigeants au service du pays et de ses citoyens. 3 degrés dans le domaine social. La puissance d'un État peut se mesurer à la façon dont il est parvenu à établir les conditions de l'égalité des chances, au moins au départ dans la vie, à établir les conditions de l'égalité des chances devant les aléas de la vie, et à établir des conditions de travail qui respectent la dignité des travailleurs. 4 degrés dans le domaine de la justice. La puissance d'un État peut se mesurer à la façon dont il est parvenu à établir les conditions de la réalisation de l'égalité devant les lois qui doivent être les mêmes pour tous. Pourquoi un État qui serait parvenu à réaliser toutes ces conditions serait-il un État puissant? Parce qu'il serait parvenu à résoudre les problèmes que pose l'organisation et la réalisation de l'évolution économique et sociale, parce qu'il serait parvenu à vaincre les résistances et les scepticismes, parce qu'il aurait été capable de résister aux pressions de certaines catégories et lobbies afin d'organiser les conditions de la réalisation des éléments que nous venons d'évoquer. Il suffit de voir à quelle résistance se heurte le président Obama pour faire adopter ne serait-ce qu'une petite réforme de la santé, parce qu'il aurait pu écarter les principales causes de conflits internes et externes, entre son pays et les autres pays. Le mérite de l'organisation de telles réussites reviendrait en premier lieu aux dirigeants politiques et économiques, et le mérite de sa réalisation reviendrait aux citoyens. Il existe en revanche 2 sortes de décadence, la première étant moins grave que la seconde, comme nous le verrons. La première forme de la décadence d'un pays est proportionnelle au nombre des éléments qui n'ont pas été réalisés parmi tous ceux que nous venons d'évoquer dans les paragraphes précédents. La responsabilité première de la non-réalisation de l'un ou de plusieurs de ces éléments, donc la responsabilité première du niveau de la décadence d'un pays, incombe aux dirigeants politiques et économiques de chaque pays concerné, qui auront failli à leur mission. La deuxième forme, plus grave, de la décadence d'un pays est proportionnelle au nombre de démantèlements, totaux ou partiels, des éléments qui étaient déjà réalisés, dans les domaines économique, politique, social et juridique. Les dirigeants ayant agi dans ce sens, cédant aux pressions venues de lobbies ou autres catégories auront failli à leur mission, se rendant ainsi responsables de la décadence de leur pays, mais ce seront toujours les citoyens dans leur immense majorité qui en paieront le prix fort. Décadence préméditée. Certains hommes politiques et économistes s'interrogent sur le fait de savoir comment combler le déficit budgétaire, quel est le taux d'endettement supportable pour un État, quelle est la limite de l'endettement des États. Mais ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi certains pays ont un déficit budgétaire involontaire, ni quels sont les objectifs des dirigeants qui réalisent un déficit budgétaire volontaire. En fait, certains dirigeants limitent les impôts directs à un pourcentage du revenu, et ou imposent un bouclier fiscal. Mais ils ne veulent pas savoir si ceux qui payent des impôts ont obtenu leur revenu du fait de leur participation à la réalisation de la production, du fait qu'ils sont propriétaires des moyens de production, du fait qu'ils gagnent de l'argent avec de l'argent,
du fait de toutes sortes de spéculations, sur les marchés financiers, l'immobilier, les matières premières, les produits alimentaires, etc. Autrement dit, ils ne veulent pas distinguer le revenu légitime, obtenu grâce à la participation à la réalisation de la production, des revenus indus et illégitimes. Ils ne s'intéressent pas non plus à l'éventail des salaires, qui à certains niveaux d'écart devient indécent. Ces dirigeants sont au service des catégories dont une partie ou la totalité du revenu ne résulte pas de leur participation à la réalisation de la production, ou encore des catégories dont les rémunérations sont indécentes. On voit là l'un des signes de la décadence des États, dont les dirigeants font passer les intérêts de certaines catégories, avant l'intérêt de l'ensemble de la population de leur pays. Les pays où les dirigeants limitent les impôts directs à un pourcentage du revenu, et où imposent un bouclier fiscal et où cette décision engendre ou aggrave le déficit budgétaire, réalisent un déficit volontaire. Ces dirigeants ont des objectifs partisans, car leurs décisions avantagent les catégories qui sont déjà les plus favorisées. En outre, le déficit budgétaire leur donne un prétexte pour démanteler, en partie ou en totalité, les acquis sociaux et les services publics. Cette situation est bien le signe de la décadence politique des pays concernés. Décadence des organisations internationales. Les échanges internationaux peuvent constituer un facteur d'entente pacifique entre les pays qui y participent, ou un facteur de conflit. L'objectif des échanges, et c'est le cas aussi pour les échanges internationaux, est de réaliser l'enrichissement mutuel, ce qui veut dire que l'on vend les produits dont on n'a pas besoin pour acheter les produits dont on a besoin. Cette précision est importante, car elle signifie que si un pays peut réaliser un produit, il n'est pas obligé de l'importer, ce qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. Les échanges internationaux constituent un facteur d'entente pacifique entre les pays qui y participent lorsque, d'une part, ces échanges font apparaître une interdépendance nécessaire entre les pays qui y participent, d'autre part, ces échanges sont réalisés dans l'équivalence. Si ces deux conditions étaient toujours respectées, aucun pays ne chercherait à réaliser une balance commerciale excédentaire. Les échanges internationaux constituent un facteur de conflit entre les pays qui y participent lorsque, d'une part, ces échanges font apparaître une interdépendance forcée, interdépendance due essentiellement aux délocalisations, d'autre part, ces échanges ne sont pas réalisés dans l'équivalence. Dans ce cas apparaissent des pays gagnants et des pays perdants. En fait, la réalisation de l'objectif des échanges internationaux n'est pas compatible avec la mondialisation actuelle qui favorise les délocalisations et qui, de ce fait, engendre une interdépendance forcée entre les pays. Les délocalisations constituent l'une des principales causes de l'aggravation de la situation de l'emploi dans les pays qui se trouvent être à l'origine de leur financement, et l'une des causes du pillage des pays où elles s'implantent. De ce fait, les délocalisations constituent une cause de dégradation des relations de l'économie internationale, et donc de la décadence des États. Toutefois, nous verrons que les véritables responsables des délocalisations, donc de cette décadence, sont, d'une part, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, FMI, et l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, d'autre part, les dirigeants des pays qui acceptent que les taux de change soient établis dans le non-respect de la parité des pouvoirs d'achat. L'un des principaux objectifs de cet ouvrage est de démontrer que la façon dont fonctionne l'économie d'un pays et le choix des rôles que jouent ses dirigeants dans les domaines politiques, économiques, social, de la justice, etc., sont susceptibles de favoriser sa véritable puissance ou de l'entraîner vers la décadence. Dans tous les cas, la puissance économique et politique d'un pays ne doit se réaliser ni aux dépens d'une partie de sa population, ni aux dépens d'autres pays, mais au contraire s'efforcer de créer et de préserver les conditions de la réalisation de l'entente pacifique à l'intérieur du pays et entre les pays, au bénéfice du plus grand nombre. Un autre objectif de cet ouvrage est de démontrer que l'un des véritables signes de la décadence des États et des organisations internationales est le fait qu'ils ne sont parvenus ni à écarter, ni même à diminuer les écarts de revenus à l'intérieur des pays ni entre les pays dits industrialisés et les pays dits en développement. Enfin, de démontrer que des solutions existent pour écarter la décadence des États, mais que leur application exige une véritable volonté politique. Chapitre 1 : Les rôles de l'État.
Introduction. L'État, outre ses rôles régaliens, a la possibilité de jouer d'autres rôles, par exemple, celui de créer les conditions permettant d'assurer l'égalité des chances, au moins au départ dans la vie, l'éducation, la formation, celui de créer les conditions permettant d'assurer l'égalité des chances devant les aléas de la vie, la santé, les accidents du travail, l'indemnisation des chômeurs, etc. Et la retraite, celui de favoriser les conditions premières du développement économique et social, dans ce cas l'apostrophe. L'État doit assurer le financement des infrastructures, les routes, le chemin de fer, les aéroports, etc. Celui de garant du fonctionnement normal de l'économie. Dans ce cas, les dirigeants doivent connaître les règles du fonctionnement normal de l'économie et les faire respecter. Par exemple, l'un des rôles de l'État est de faire en sorte que chacun obtienne une part du produit selon sa participation à la réalisation de la production. Mais si tous les États sont obligés de jouer leur rôle régalien, certains États en revanche ne jouent leurs autres rôles qu'en partie, d'autres enfin ne jouent aucun de ces autres rôles que nous venons d'évoquer. En outre, pour les États qui jouent un certain nombre de rôles en sus de leur rôle régalien, leur engagement varie en fonction de différents facteurs tels que notamment la sensibilité, l'engagement et l'objectif des gouvernants. En effet, certains économistes font croire aux dirigeants politiques que le marché peut jouer ces autres rôles. Nous verrons que ces économistes ont des objectifs partisans. Certains États sont amenés à jouer également un rôle de redistribution du revenu, par exemple, accorder des allocations de logement aux travailleurs dits pauvres, la pauvreté étant une notion relative. Or, les partisans du rôle de redistribution que jouent certains États ne se posent pas ou ne veulent pas se poser la question de savoir pourquoi le revenu de certaines catégories de travailleurs ne leur permet pas de satisfaire leurs besoins économiques. En fait, les travailleurs ne veulent pas vivre de la charité, ils veulent vivre du revenu de leur travail, en particulier dans les pays dits industrialisés et émergents. La redistribution est une anomalie, car elle est l'une des conséquences d'un fonctionnement non harmonieux, non normal, de l'économie. Le fonctionnement non harmonieux de l'économie favorise, d'une part, les prélèvements indus et illégitimes, d'autre part, l'élargissement de l'échelle des rémunérations, etc. Cet élargissement de l'échelle des rémunérations est imposé par les lobbies de certaines autres catégories de travailleurs salariés, tels que, par exemple, les dirigeants des grandes entreprises et par certaines catégories de professions libérales. Le destin d'un pays est lié en grande partie aux décisions de ses gouvernants. Les gouvernants peuvent favoriser ou ne pas favoriser les conditions de la réalisation, de l'évolution économique. Les gouvernants peuvent favoriser ou ne pas favoriser les conditions de la réalisation, de la paix sociale. Ce que l'on entend ici par paix sociale, n'est pas une paix sociale apparente et fragile établie par la force, par la démagogie ou par la redistribution, mais une véritable paix sociale dont la réalisation passe par l'application des règles du fonctionnement normal de l'économie. L'étude de ce chapitre nous permettra de distinguer plusieurs sortes de gouvernants. Les gouvernants qui sont au service de leur pays et de l'ensemble de leurs concitoyens. Les gouvernants qui sont au service de certaines catégories. Les gouvernants qui sont au service de leurs propres intérêts. Les gouvernants qui cherchent le pouvoir pour le pouvoir. Les gouvernants qui sont sous l'influence des lobbies. Les gouvernants qui sont au service des puissances étrangères. Les gouvernants mégalomanes qui cherchent par la force l'expansion de leur pays ou de son influence. 2. Les rôles régaliens de l'État. Les rôles régaliens, ou fonctions régaliennes de l'État sont limités aux grandes fonctions souveraines qui fondent l'existence même de l'État et qui ne font en principe l'objet d'aucune délégation. Ils sont aussi appelés prérogatives régaliennes. Les rôles régaliens sont au nombre de 3. Définir le droit et rendre la justice. Assurer la sécurité intérieure et le maintien de l'ordre public, avec notamment des forces de police. Assurer la sécurité extérieure par la diplomatie et la défense du territoire. Ce sont les rôles sécuritaires de l'État. Pour les citoyens, la portée de l'application du premier rôle régalien de l'État dépend, d'une part, de la volonté des gouvernants, d'autre part, du niveau des moyens financiers que chaque État consacre à la réalisation des objectifs liés à ce rôle. En outre, selon l'organisation politique et sociale de chaque pays, le droit et la justice mettent ou ne mettent pas tous les citoyens à égalité.
le droit et la justice sont ou ne sont pas indépendants. Une justice indépendante n'est ni au service du pouvoir, ni au service de certaines catégories, elle est au service de tous les citoyens sans distinction. Dans les pays où la justice n'est pas... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.